J'ai pris ceux qui me touchaient le C'est vraiment voilà. Ouais. L'émotion. Et du coup, c'est vrai que ça passe par mon filtre personnel, mais c'est moi l'auteur. C'est moi qui décide, en fait, ce que vous voulez. Une chose importante qui revient chez vous souvent, c'est, on le voit dans le travail sur le rythme, sur l'écriture, notamment ce rapport à la musique, à la chanson, à tout type de chanson. C'est notamment vrai dans le premier, où il y a 7, le livre est construit en 7 journées, il y a le jour 1, jour 7, avec à chaque fois une référence en tête à un morceau musical ou à une chanson, Bob Dylan, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais pour vous c'est important la musique, le rapport la musique c'est fondamental, je trouve que c'est vraiment, c'est tellement important la musique, ça nous connecte avec ce qu'il y a peut-être de plus enfantin en nous, enfantin au sens d'émotionnel en nous, de plus vrai, on ne triche pas quand on pleure en écoutant de musique ou quand on se sent plus joyeux en écoutant de musique. Il y a quelque chose d'archétypal là-dedans, de très animal. Et je jouais beaucoup avec la musique quand j'étais aux urgences, quand on avait des patients à qui on devait faire des sutures, c'est long les sutures, et notamment des patients étrangers. C'est toujours, quand on est étranger, on arrive dans un hôpital, on ne connaît personne, on s'est fendu le crâne, et on doit vous faire une suture ou quoi. Je demandais la nationalité de la personne, et je lui mettais une musique avec mon iPhone sur iTunes rapidement, je lui mettais une musique de son pays ou quoi, et ben mine de rien, la personne était super contente de se faire suturer en musique et que ça lui rappelle son pays. Bah ouais, et ça détend vraiment beaucoup les relations, ça détend la personne, c'est hyper important. La musique chez moi, oui, puis j'écris beaucoup en musique. En fait, j'écris en musique parce que ça me donne une rythmique au niveau de la parole, tout ça. Je lis mes textes à haute voix aussi parce que c'est très important. Peut-être le côté conteur, j'ai besoin de savoir que ce que je dis, quand la personne le lira, elle entendra une voix qui lui racontera une histoire très bizarre. Je vous livre ça, bon. Neil Young, donc After the Gold Rush. Ah, magnifique. C'est vrai que c'est la plus belle chanson du monde, je ne sais pas si vous la connaissez pas. Mais j'ai changé depuis. Ah bon, vous avez... C'est quoi la chanson? Ah, mais j'en ai beaucoup. Enfin, bien sûrement, oui. Non, mais allez-y quand même. Non, en ce moment, je suis très David Bowie. La Fiona Mars. Le dernier album est pas mal. J'ai pas lu encore, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que je vais vous demander? Oui, alors donc, est-ce que vous corrigez beaucoup votre écriture de vos lieux, est-ce que vous réécoutez, vous parlez justement, vous écrivez en musique, donc est-ce que vous, quand vous écrivez, justement, vous réécoutez aussi oralement, à haute voix, pour écouter le travail de rythme, la tonalité de l'écriture? Ce que j'essaie de faire, j'écris beaucoup sur mon téléphone parce que j'ai une vie un peu... Et puis que les idées me tombent dessus, que j'ai pas le temps de ouvrir mon ordinateur, tout ça, donc j'écris, je m'envoie par mail. Et quand je m'écris par contre sur des carnets, j'utilise un logiciel de reconnaissance vocale, c'est très bien parce qu'en repassant par la parole orale comme ça, on peut déjà corriger des erreurs toutes bêtes de syntaxe, d'assonance comme ça qui ne vont pas du tout à l'oreille. Et j'ai un gros travail j'écris un texte brut et après j'affine pendant des mois. L'écriture du texte brut me prend, on va dire, ça me prend 6 mois. Et après le travail de relecture et d'affinage, tout ça, avec l'éditrice qui m'appelle, on va encore couper, et moi qui dis, mais tu es un monstre. On s'engueule, hein, vraiment. On s'engueule. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'il faut, après on fait continuer, mais voilà. Parce que oui, quand même, le nombre de pages, parce que comme ils sont numérotés à l'envers, on ne sait pas trop. Non, mais le dernier est un peu plus conséquent quand même. Et encore, oui, il a été bien. Et le processus de maturation, justement, avant de commencer à écrire, est-ce qu'il est très différent selon les livres, ou est-ce qu'il est un petit peu plus... Vous avez besoin de beaucoup de... Il y a des idées comme ça qui me viennent, et là je suis sur le prochain déjà, qui est un sujet qui me touche beaucoup, puisque je voudrais utiliser la littérature et donc le livre comme objet pour retrouver une femme. Pour être exact, mon grand-père a été fait prisonnier pendant la guerre, et peu avant son décès, il nous a tout raconté, parce que pendant des années, il allait aux États-Unis, soi-disant pour le travail, et à vrai dire, c'est qu'il était tombé amoureux lorsqu'il était prisonnier, alors qu'il avait déjà une femme en France. Il était tombé amoureux d'une femme là-bas, qui est morte sous les bombardements, mais qui était enceinte, et l'enfant a été sauvé, et il a été récupéré par le frère de cette femme, qui l'a emmené avec lui aux États-Unis, et cette femme a grandi toute sa vie avec l'idée que son père, c'est cet homme, alors qu'en fait c'est son oncle, et
et je voudrais utiliser ce livre pour retrouver cette femme et traverser l'Atlantique et la prendre dans mes bras, et après toutes ces années, parce qu'elle doit avoir 76 ans maintenant. Alors la question se pose, c'est est-ce que je dois écrire ce livre et lui raconter la vérité, lui dire la vérité ou pas, et vous savez, je crois qu'on vit tous avec l'idée que quelque chose ne nous a pas été complètement dit, ou qu'il nous manque quelque chose pour que peut-être le tableau de nos vies soit complet, ou qu'on comprenne certaines choses, ou peut-être qu'on attend tous un jour que quelqu'un vienne nous dire ça, et peut-être qu'elle attend, juste qu'elle est assez âgée maintenant, peut-être qu'elle attend que quelqu'un vienne lui rapporter. À une époque, vous savez, quand les mères abandonnaient les enfants, elles achetaient une médaille qu'elles coupaient en deux et elles gardaient la moitié de la médaille. Et ben peut-être qu'elle a vécu toute sa vie avec cette moitié de médaille dans sa tête et qu'elle attend juste que quelqu'un lui apporte l'autre moitié en disant voilà ce qui te manquait et voilà ce que j'ai. Voilà. Je suis sinistre un peu là. Je pensais au texte que je te donne, c'est quand même du don, parce que je parlais de la campagne sur le don du sang, parce que vous avez ici, vous avez des stylos, il y a des documents qui nous ont été remis, là, que vous pouvez trouver, des badges. Donc le don du sang, c'est toute l'année qu'il faut y penser. Là. Vous avez ici, là, on a ça dans le sang. Et vous avez écrit un des 3 textes avec Martin Winkler et Agnès Réguy, donc à ce sujet, peut-être en dire quelques mots. Je vais en profiter puisque vous êtes là, je vais vous prendre en otage. Non, mais si vous pouvez donner, si vous avez la possibilité de donner. La dernière fois, je parlais avec mon cousin qui est un peu théorie du complot, comme ça, fait pas de sur Internet. Il m'a dit oui, non, mais le don du sang, c'est un business. Je dis, mais pas du tout. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire une bêtise pareille? Parce que moi, je travaille à l'hôpital, je travaille au cabinet, on en a besoin. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui ont besoin de ce sang pour aller mieux, et un jour ou l'autre, ça peut être vous, quelqu'un que vous aimez ou quoi. Et donc, quand on m'a proposé de faire ce livre, j'ai dit oui, bien évidemment, parce que ça me paraissait très important de porter cette parole-là, que, on ne fait pas de business avec, ça rapporte aucun argent, et ça permet juste à des gens qui sont comme vous, ou comme vous peut-être un jour, ou un de vos proches, de pouvoir continuer à vivre, à aimer, et à passer des fêtes avec leur famille, par exemple. Et ça me paraissait important de rappeler juste ce simple fait-là. Ça coûte pas grand-chose, à part si vous avez une phobie monstrueuse des aiguilles, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et quand on travaille dans le milieu de la santé, on sait que c'est important et qu'on en a besoin, et que ça sauve tout simplement des vies, quoi. Le texte, c'est un texte que j'ai écrit. Alors, ça paraît triste, mais c'est un texte qui est plein d'espoir, parce que je raconte l'été dernier, pas cet été, mais l'été précédent, ma cousine qui avait 17 ans marchait sur un trottoir, une femme qui roulait trop vite l'a percutée, et elle est décédée sur le coup. Elle allait pas rentrer à l'université, et elle est américaine. Et sa mort a créé beaucoup de buzz, j'aime pas ce mot, mais sur les réseaux sociaux, parce que c'était une fille resplendissante qui s'investissait beaucoup, qui avait monté une association pour promouvoir l'aide au développement de l'éducation chez les jeunes filles en Afrique, et qui c'est étrange, vous savez, avant de rentrer au collège, enfin pour nous ce qui est le collège, il est d'usage aux États-Unis que les jeunes garçons ou les jeunes filles écrivent une petite lettre d'intention à leur moi futur. Et elle venait de quitter ce collège, et le soir où elle est partie voir ses feux d'artifice avec ses amis, elle avait ressorti cette lettre qu'elle a laissée sur le lit. Et donc c'est Joan et Gary, mon oncle et ma tante, qui ont trouvé cette lettre, et elle disait que juste avant l'entrée au collège, elle, son rêve, c'était partir en voyage. Elle voulait apprendre une langue, je crois, et elle voulait embrasser un garçon sous la pluie, et elle avait eu tout ça juste avant de partir, comme ça. Et l'idée, l'histoire de cette lettre, c'est ça qui a provoqué un peu de buzz aux États-Unis, et ça a provoqué une sorte de mouvement où les gens sont allés donner du sang, parce que sont allés donner du sang en masse aux hôpitaux, parce que sur cette lettre, son troisième vœu, c'était qu'elle voulait sauver la vie de quelqu'un, et elle était sur ce trottoir avec son meilleur ami, et elle a vu la voiture arriver, pas son meilleur ami, elle l'a poussé, et grâce à ça, il a survécu. Bref, et je suis un peu ému, mais bref, et donc il y a plein de gens qui sont allés donner leur sang grâce à Rebecca, et je voulais dire, cette histoire, c'était aussi un moyen pour moi de la continuer, de dire, elle est décédée, c'est tragique, c'est horrible, on ne peut pas faire autrement,
Et il y a quand même du bon qui ressort de ça, et je sais que ça a beaucoup aidé ma tante, et surtout ma tante, mon oncle moins, mais ma tante, ça l'a vraiment aidé à aller mieux, bien sûr. Martin Winkler est médecin aussi. Oui. Il avait eu le prix du volontaire pour la maladie de Saxe. Et Agnès Lévy, je crois qu'elle est sage-femme. Ce sont deux amis, tous les deux, oui. Voilà, ce sont deux amis. Et Agnès Lévy est quelqu'un de formidable, c'est la bienveillance incarnée. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisent ce livre, mais c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et dans je sais que Pierre a bien invité aussi. Vous allez lui parler de nous, d'accord? D'accord, ouais. Bah, je lui dirai que j'ai passé une bonne soirée et que j'ai très bien mangé. Et Martin Winkler, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, d'abord parce que ça a été un des premiers à parler de maltraitance médicale, et il s'en prend plein la gueule à cause de ça. Oui. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le titre, il a appelé ça les brutants blancs. J'aurais préféré qu'il l'appelle des brutants blancs parce que c'est une différence quand même. Mais les médecins lui reprochent de dire ce qu'il dit, et moi je le soutiens à 200% parce que tout ce qu'il dit, je l'ai vécu soit au cours de mes études, soit je le vis maintenant quand je reçois des témoignages de certains soignés grâce à mon blog qui me racontent des choses hallucinantes. Et j'ai vu des choses hallucinantes quand à la fin d'un de mes stages, un de mes chefs me dit avec tout, on est à la table de réunion, et vous savez, on a des sortes d'abates, des étalons d'actes qu'on doit faire au cours de ce stage de 3 mois. Et il voit que comme nous, on a réalisé de toucher vaginal. Et il se tourne vers nous, toi tu vas à la 203, toi tu vas à la 204, toi tu vas à la 205, toi tu vas à la 206. Et qu'on se retrouve comme ça, moi je rentre et c'est une patiente qui a Alzheimer, Parkinson sur un lit, et que je referme la porte et je me dis mais c'est pas possible, je peux pas faire ça comme ça. Et donc je reste 5 minutes à côté d'elle à lui tapoter la main, puis je ressors et je dis au chef, je lui mens, je dis ça y est, c'est fait. Voilà. Bon, après, je me suis entraîné avec ma copine. Et ça, c'est de la vraie maltraitance. C'est de la vraie maltraitance. Parce que, en plus, ce qui est dingue, c'est que quand on demande aux patients, dans 99% des cas, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Il suffit de demander, et je veux dire. Bon, parfois oui, mais moi j'ai jamais eu de refus quand je demandais à une patiente ou un patient est-ce que je peux faire un geste ou quoi, ou quand ma chef disait voilà il faut vous faire une ponction d'acide, est-ce que ça vous embête que ce soit le jeune interne qui le fasse? Jamais eu de refus, voilà. Donc Martin Winkler, je le soutiens, je continuerai à le soutenir parce que j'entends trop et je vois trop de choses. Moi, je suis très impliqué dans la lutte contre les discriminations faites aux minorités sexuelles, notamment à Toulouse, et je fais partie d'une petite liste de médecins qui sont inscrits, qui sont, on dit, LGBT-friendly, c'est-à-dire qui ne jugent pas, qui accueillent les gens sans juger de leur sexualité ou quoi. Et la dernière fois, j'ai reçu un jeune patient, c'est-à-dire une femme qui était en train de faire une transition pour devenir un jeune homme. Et donc je m'occupe bien de lui et tout, et elle me parle un peu de la discrimination qu'elle a pu subir de la part du milieu médical, et ça me touche beaucoup. Et c'est très intéressant parce que je lui dis, si tu veux, on peut modifier ton prénom sur la fiche de l'ordinateur du cabinet médical. Et il s'est mis à pleurer parce que c'était le plus beau jour de sa vie, quoi. Juste qu'on change juste ce prénom, c'est rien du tout un prénom, quoi. Quand je reçois un message d'un collègue qui est gynéco qui me dit écoute, j'ai reçu une patiente, c'est-à-dire un homme qui faisait une transition pour devenir une femme, qui avait été opéré, qui était allé au bout de sa transition, et il est venu juste parce qu'il voulait un examen gynéco. Alors ça sert, enfin entre guillemets, à rien. Et je lui ai fait, et à la fin, elle m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie, vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir. Et ça, c'est des choses quand on ne s'intéresse pas à ces sujets-là, ou qui peuvent être butants, ou qui peuvent paraître bizarres, ou quoi. Quand on s'y intéresse, quand on parle avec ces gens-là, c'est juste des gens qui sont bouleversants d'humanité, quoi, et qui sont bien plus humains que ceux qui les jugent en général. Voilà. Très bien. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions Vous n'êtes pas devenu un peu blindé ou cynique à force de voir tout ça? C'est une bonne question. Et peut-être un jour je deviendrai ce genre de médecin-là, médecin différent. Peut-être, je ne sais pas. Je sais que j'ai une famille qui me donne des coups de pied au cul quand je déconne ou quoi. J'ai des amis, peut-être il paraît qu'on a les amis qu'on mérite. En tout cas, moi j'ai deux amis avec qui j'ai fait toute ma médecine et qui sont vraiment dans cette interrogation, cette intériorité. C'est est-ce que je m'occupe bien du patient? Comment je fais pour bien m'en occuper? Et c'est très compliqué parce qu'il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a envie parfois de lâcher l'affaire et de dire la vérité toute brute. J'ai une patiente, elle a 27 ans, elle a de l'arthrose au genou, c'est monstrueux. Et parce qu'elle est en surpoids, vraiment beaucoup de surpoids. Et
comment je fais pour ne pas m'inscrire dans la longue lignée des médecins culpabilisateurs qui vont pointer du doigt en disant c'est parce que tu es trop grosse. Et comment je fais pour être son allié plutôt qu'un nouveau médecin qui va la faire pleurer quand elle sortira du cabinet. Et ben c'est compliqué tout ça, c'est des petits jeux subtils ou quoi. Et en même temps pour lui faire prendre conscience que oui, son surpoids est un problème dans sa maladie, sans la vexer et sans être offensant pour elle. Et ça c'est très très compliqué. C'est très compliqué et probablement qu'on fait des erreurs et des grosses boulettes. Je m'occupe d'une patiente là qui un problème de santé monstrueux, un événement de vie terrible, vraiment elle fait plusieurs jours de coma, un accident de vie, vraiment plusieurs jours de coma, réanimation, elle a des broches partout, et je vais la voir chez elle en visite, et elle garde le moral et tout. Et l'autre jour je vais la voir, j'arrive au cabinet, là je reçois une patiente, c'était la 3e fois que je lui prenais de la tension artérielle un peu trop élevée. Et donc cette patiente qui va très bien, hormis cette tension artérielle, je dis bon vous avez de la tension artérielle, il va falloir prendre un comprimé jusqu'à la fin de vos jours probablement, parce que c'est important pour lutter contre les maladies, enfin les risques cardiovasculaires, tout ça. Et là elle a éclaté en sanglots et j'ai pas compris pourquoi, j'ai dit c'est juste une tension artérielle. Et après j'ai réfléchi, si on m'annonçait que je devais prendre un comprimé tous les jours jusqu'à la fin de mes jours, parce que sinon j'augmente mon risque cardiovasculaire, et probablement qu'elle avait son père ou son oncle qui était mort d'infarctus ou quoi, que ça l'a ramené à ce genre de choses. Et là je me dis mais à chaque fois il faut qu'on se crée une nouvelle bulle. C'est-à-dire que j'avais la bulle avec la patiente qui allait bien malgré le drame qui l'a touché, et là j'ai cette patiente qui va bien a priori, qui a juste une hypertension artérielle, il faut que je crée une nouvelle bulle pour m'adapter à elle, et à chaque fois ça c'est compliqué. Et peut-être je pense qu'il y a un jour ou l'autre, il y a des médecins qui en ont marre de créer cette bulle, ou qui sont fatigués ou quoi, et qui finissent par ne plus créer une bulle et par donner des médecins. Moi je l'ai vu une fois en hématologie, en service, un médecin qui rentre dans la chambre d'un patient qui était rentré pour une asthénie, c'est-à-dire une fatigue, et qui lui dit bon c'est une leucémie de haut grade, il faut que vous preniez vos dispositions, vous en avez pour 1 ou 2 mois maximum, et puis qui ressort comme ça. Moi j'étais là, je fais il a pas fait ce qu'il vient de faire devant nous, quoi, parce qu'on était plusieurs dans la chambre. Mais si, il a fait ça devant nous. Il a dit à ce patient qui avait eu une enfance, qui était tombé de vélo, qui avait appris à faire du vélo malgré les chutes, qui avait embrassé pour la première fois, qui avait passé le bac, qui avait eu une femme, des enfants, qui avait probablement divorcé. Et ben, il lui a dit que tout allait s'arrêter comme ça. Et ça, c'est hyper violent. Et j'espère ne jamais devenir ce genre de médecin-là qui dit ça comme ça. Je suis sinistre. Oui, question, oui. Est-ce que vous avez des patients normaux, enfin sans problème? C'est toujours dramatique. Et vous avez aussi des patients qui viennent voir. Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais après, le patient qui vient pour un rhume ou une angine, il n'y a pas forcément de matériel romanesque. Non, d'accord, vous en avez aussi. Ah oui, mais j'en ai plein qui vont très bien, et qui viennent pour des certificats de sport, et tout. Pour la fête. Voilà, le dimanche, ouais. Bah oui, bien sûr. Non, mais si j'ai plein de patients qui vont bien, mais Enfin, je voudrais pas que vous pensiez que mon livre est triste ou quoi, parce que c'est vraiment... J'essaie de le dire aussi, mais ouais. je le redis, hein, c'est pas triste. Non, parce que j'ai travaillé ce matin, c'était un peu dur. Alors peut-être je suis un peu encore... Il serait plus jamais triste, surtout ce voilà. Déjà, est quand même Non, c'est... oui, bien sûr que j'ai des patients qui vont bien, et c'est ce que j'essaie de montrer aussi à travers mes livres, que tout est positif si on sait arriver à le regarder, soit maintenant, soit plus tard, a posteriori. La douleur d'aujourd'hui, c'est toujours l'expérience de demain, et ça je le vois vraiment avec mes patients ou avec mon histoire personnelle. Voilà. De toute façon, il faut de l'humour pour arriver à surmonter les difficultés du milieu, sinon on n'en sort pas. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des raisons pour laquelle l'hôpital me manque beaucoup, c'est-à-dire qu'en cabinet, moi je suis seul. Je vois 40 patients par jour et je me sens seul. Il y a des soirs, je rentre, j'ai même pas rigolé de la journée avec personne. Et alors qu'à l'hôpital, moi avec les aides-soignantes, les infirmières, les infirmiers, je me marrais tout le temps, quoi. Tout le temps. Et là, j'ai plus ça, et ça me manque tellement que là, je me tâte vraiment à retourner à l'hôpital, parce que cette solitude, elle est lourde. Elle est trop lourde. Vous êtes 3 médecins, vous pouvez échanger quand même. Ouais, mais on est 3 médecins, mais on tourne, donc on est seul au cabinet, quoi. Mais comment vous êtes arrivé de Toulouse ici? En tyrolienne. Parce que c'est pas évident de trouver Bordère sur une carte. J'avais un excellent Oui, conducteur. je suis à Toulouse aussi, donc on est venu. D'accord. Oui. Comment est-ce que tu arrives, bon, sur le blog, on se tutoie, on peut continuer. D'accord. Comment est-ce que tu arrives à tout mener de front? C'est-à-dire le blog, l'écriture de tes livres, ton cabinet et ta vie personnelle.
La cocaïne. C'est une question Le mec à fond, non, honnêtement, je sais pas. Alors, après, les nouvelles technologies m'aident beaucoup. C'est-à-dire qu'avec l'iPhone, maintenant, c'est vraiment c'est libérateur, quoi. Je suis sûr que j'aurais pas pu avoir la vie que je mène aujourd'hui s'il n'y avait pas les smartphones, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me lève assez tôt le matin, je me couche tard. Le soir, du moment que je peux faire ma petite sieste sur la table d'examen entre les jeux, qui dure 20 minutes, mais ça me fait du bien. Voilà. Alors, question classique, comment vous êtes arrivé à choisir d'être médecin? C'est une question... c'est une question hyper intime, ça. Si tu m'aurais demandé de me mettre tout nu, j'aurais moins hésité. Mais c'est pas une raison. Non. Pour répondre à ta question. Non, c'est pourquoi est-ce qu'on se tourne vers le soin. Je vais être honnête avec vous, c'est étonnant comment parfois un petit acte dans l'enfance peut déterminer toute une existence. Mais toute une existence. Moi, le grand-père dont je vous parlais, le grand drame de sa vie, c'est qu'il est parti à la guerre, et il devait avoir 18-19 ans, et il s'était promis de jamais tuer personne, et il a tous ses amis qui sont morts les uns après les autres, et un jour il s'est retrouvé tout seul dans une forêt avec tous ses amis d'enfance qui étaient morts, et il a vu 13 Allemands tout nus au milieu d'une rivière qui jouaient avec de l'eau comme ça, et qui s'aspergeaient, et il les a tués, les 13, comme ça. Et il a passé sa vie, toute sa vie, à apporter ça et à se dire qu'il était un monstre et qu'il ne méritait pas son fils, c'est-à-dire mon papa. Il a toujours été très froid avec mon père, très distant comme ça. Et parce qu'il pensait à ces Allemands, il disait ils ont peut-être des enfants et ces enfants ne verront jamais leur père, alors pourquoi moi j'ai le droit de voir mon fils, quoi. Et il a porté ça toute sa vie. Et un jour, il était très vieux, il nous gardait l'été avec mes petites sœurs, moi je devais avoir 3-4 ans. Et il y avait un lézard sur une terrasse. Et il prenait le soleil, et moi j'avais 3-4 ans, et quand on a 3-4 ans, vous savez, on ne sait pas ce que c'est la vie, la mort, tout ça, et j'ai pris un caillou, j'ai tué le lézard comme ça. Et mon grand-père qui était là, il est devenu comme fou, il a pris le lézard, il a dit mais t'as pas le droit de faire ça, c'est la vie c'est sacré, ça se gaspille pas comme ça. Et il me l'a mis dans la main, il m'a obligé à le tenir toute la journée dans la main. C'était très violent, hein, mais c'était pour que je prenne, à 3 ans on ne sait pas ce genre de choses, tout ça. Et il m'a fallu des années pour comprendre, pourquoi je passe ma journée à me laver les mains en permanence avec du Manugel, enfin avec le gel hydroalcoolique. Ça c'est vrai. Et la deuxième question, c'est pourquoi je portais depuis l'enfance un sentiment de culpabilité monstrueux qui me donnait l'impression qu'il fallait absolument que je fasse un travail au service des autres pour essayer de rattraper une faute dans ma tête, dans mon inconscient, une faute terrible que j'aurais commise. Et ça, il m'a fallu du temps avec une psy que j'allais voir une fois par mois pour parler de mes patients un peu, parce que c'est lourd à porter, vous savez, quand on s'occupe des femmes battues, tout ça, c'est pas évident. Donc j'avais besoin de parler. Il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre que c'était cette simple petite scène ridicule, minuscule de l'enfance qui avait probablement bouleversé toute ma vie, quoi. Et qui, quelque part, la question du libre arbitre, c'est compliqué de se dire est-ce que j'ai jamais eu le choix dans ma vie? Vous-même, est-ce que vous avez jamais eu le choix de devenir ce que vous êtes? Et ça, c'est une vraie question. Est-on vraiment libre d'être qui on est dans la vie? Oui. Je voudrais juste dire quelque chose. Moi, j'ai une carrière de délégué médical. Et je suis étonnée parce que j'ai rencontré très peu de médecins qui s'interrogent autant que vous. Vous avez déjà vécu 1000 et une vies, quoi, finalement. C'est un peu le titre de votre ouvrage. Et peut-être ils ne le disent pas. Hein. Je suis très étonnée que beaucoup de médecins ne se posent pas autant de questions. Voilà. C'est juste une réflexion personnelle. Après, c'est possible. Moi, je vois avec... peut-être que la nouvelle génération va changer, parce que vous savez, peut-être avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a des témoignages de patients qui circulent sur lesquels on peut tomber dessus en disant j'espère jamais que je serai ce médecin de cette histoire. Vous voyez? Et peut-être qu'on apprend aussi petit à petit. Moi, je sais que mes amis très chers avec qui j'ai fait toute ma médecine, sont comme ça dans cette intériorité-là. Ça n'empêchera jamais, il y aura toujours des médecins indifférents, il y aura toujours des patients impatients. Et il y aura toujours un manque de communication entre nous, mais ça n'empêche pas, je suis persuadé que petit à petit les choses évoluent tant qu'on arrive à communiquer les uns les autres. Et pour compléter, j'ai adoré votre petite histoire du médecin qui pète les plombs, avec la maman qui arrive aux urgences avec ses deux petits qui ont juste un rhume. Oui. Et vous lui dites, mais quand même, vous venez aux urgences, vos enfants ont juste un petit rhume. Oui, mais justement, je suis d'abord allée voir mon médecin généraliste, et quand il a ouvert la porte, quelqu'un lui a dit, vous êtes en retard.
Et là, il a pété les plombs, il a sauté à pieds joints sur sa montre, il les a tous envoyés péter. Moi, j'ai adoré cette anecdote parce que elle est vraie. C'est vrai. Extraordinaire. Ah oui, oui. Moi, j'ai vécu. C'est un médecin un jour qui avait un peu de retard et quand il a ouvert la porte, un patient lui a dit vous avez un quart d'heure de retard et là le médecin a pété une goupille. Il a enlevé sa montre, il l'a posée sur le comptoir, il est monté sur le comptoir, il a sauté à pieds joints, les gens sortaient tous dans l'enculé. Voilà. C'est excellent. Voilà. Mais ça arrive. Et je ne vous dis pas que parfois j'ai pas forcément envie de le faire non plus. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. On est des êtres humains aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Tu baignes dans un milieu médical, à quel moment tu as eu envie d'écrire et à quel moment tu t'es rendu compte que ça pouvait être lu, que tu as eu du talent? Personne dans ma famille est médecin. Je suis le premier médecin de ma famille. Pardon, c'était quoi la question? Quand tu as commencé ton blog, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Et tu écrivais avant d'être médecin? J'écrivais avant, mais c'était plus. Je lis beaucoup de poésie, donc j'écrivais plus de poésie. Et je tiens un blog aussi de poésie, mais dont je ne parle jamais. Il n'y a pas d'adresse nulle part, personne ne le lit. C'est tant mieux, c'est mon petit. Voilà. Et oui, j'écris beaucoup de poésie. C'est peut-être aussi pour ça que dans mes romans, on sent peut-être l'écriture un peu plus poétique que factuelle. J'aime bien le lyrisme d'une manière générale. Et à quel moment je me suis rendu compte que ça pouvait être édité? Honnêtement, tu sais, pendant les 10 ans de mes études de médecine, j'envoyais régulièrement des manuscrits aux maisons d'édition. Et c'était que des refus, et peut-être c'était pas assez mature ou quoi. Et puis un jour, j'ai ouvert ce blog, et puis il y a la rédactrice en chef du Monde de l'époque, qui était Sandrine Blanchard, qui tombe dessus par hasard. Il dit tiens, si je faisais la une du Monde.fr sur ce blog que je trouve génial, sans me prévenir, sans m'appeler ou quoi. Et moi, dans la journée, je me retrouvais de 2 lectrices, dont ma mère et ma tante, à 60 000 lecteurs, avec Robert Laffont, Lattès, Fayard qui m'appelait, Flammarion qui m'appelait en disant on voudrait beaucoup vous rencontrer. Moi, ça fait 10 ans que je vous envoie des manuscrits, que vous me dites non, quoi. Et oui, mais ça a été le plus beau jour de ma vie aussi, parce que quand on écrit, ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, c'est pour être lu. Voilà. Tout simplement. Oui. Est-ce que l'écriture, ça peut soigner un traumatisme? Alors, c'est une bonne question. Je suis infiniment persuadé que le bon livre au bon moment peut t'aider dans la vie sur des questionnements. Ça ne soignera pas un traumatisme physique, mais ça peut soigner une blessure morale. Et ça, j'en suis persuadé. Quand je parle de cet enfant-là, moi, il y a une lecture à l'époque qui m'a vraiment peut-être sauvé la vie. C'est un recueil de poèmes qui s'appelle Le gardeur de troupeau de Fernando Pessoa. Je lisais ça à Rome. Et c'est tellement tranquille. Et il t'apprend tellement à travers ces mots à aimer le monde tel qu'il est et non pas tel que tu voudrais qu'il soit. Et qui te dit que le monde doit être plein de choses et que c'est comme ça que doit être le monde. Parce que si il manquait une chose à cette plénitude-là, alors le monde ne serait pas plein de choses et il faut que le monde soit plein de choses pour ne pas mentir, pour qu'il soit vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe aussi malheureusement par les traumatismes, ça passe aussi horriblement par la mort d'un enfant et il faut que le monde soit plein de choses pour qu'il ne manque pas. Je ne sais pas si je suis clair, mais et ça c'est quelque chose que développe Fernando Pessoa dans ce recueil et j'ai lisé ça à Rome et c'est comme si ça me tombait dessus et que ça m'apaisait, c'était comme un cautère sur une plaie, c'était vraiment ça m'a vraiment aidé. Et donc moi je suis persuadé que, peut-être pas ce livre, il y en a d'autres, je sais quand j'étais enfant, il y en a un autre livre qui m'avait fait cet effet, c'est Jonathan Livingston, Le Goéland, peut-être vous l'avez lu, qui est un livre sublime. Il y en a, c'est Le Petit Prince, moi j'ai jamais pu rentrer dans Le Petit Prince, mais il y en a d'autres, c'est vraiment Le Petit Prince qui les a aidés. Donc moi je suis sûr, il faut juste que tu trouves ton livre, celui qui te parle, et trouve-le et accueille-le. Et à l'écriture, c'est pareil. L'écriture c'est pareil, bien sûr. Bien sûr, tu sais, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire et il y a des choses qu'on écrit. Moi, j'ai l'impression d'écrire parce que parfois, quand je parle, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Je parle pas de vous, hein. Mais oui, l'écriture, ça permet aussi ça. Ça permet de sortir des choses de soi et de le poser dans le livre et de dire j'existe puisque je me rends compte. Tu vois, dans ce que j'écris. En fait, vous n'êtes jamais guéri de la mort de cet enfant.
J'aimerais pouvoir vous dire que oui, mais si je commençais à en parler maintenant exactement, je pense que je pleurerais, donc ça prouve que peut-être tout n'est pas guéri. En même temps, je ne vais pas faire du jonglage pour montrer que je suis pas remis, bien sûr, de la mort de cet enfant, des circonstances.